Les mers et océans sont riches en ressources très diverses. Il y a tout d'abord les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources animales et végétales exploitées par l'homme au travers de la pêche ou de l'aquaculture. Avec l'augmentation de la population mondiale qui a triplé depuis 1950, la pêche se fait désormais dans des proportions industrielles. La consommation de poissons a plus que doublé depuis 1950, atteignant 21 kg par an et par habitant. Cela représente 10% de la consommation de protéines animales mondiales. De nombreux stocks de poissons sont désormais surexploités. En outre, le réchauffement des espaces maritimes, allié à son acidification, conséquence du réchauffement climatique, participe aux menaces pesant sur la biodiversité. Les fonds océaniques sont aussi riches en nodules polymétalliques et en terres rares qui suscitent les convoitises. En effet, ces ressources sont indispensables à la fabrication de nombreux produits de haute technologie, ordinateurs, téléphones portables, véhicules hybrides. Les espaces maritimes recèlent aussi des ressources en hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz, et constituent un nouvel Eldorado face à l'épuisement progressif des ressources terrestres. Leur extraction repose sur des installations offshore à proximité des côtes ou en haute mer. Depuis le début du XXIe siècle, ces plateformes offshore puisent ces ressources d'hydrocarbures dans des eaux ultra profondes, c'est-à-dire à 3000 mètres de profondeur. Le sable est aussi une ressource maritime fort convoitée. En effet, le sable est utilisé aussi bien dans la construction, au travers de la fabrication de béton, que dans la composition du verre, des composants électroniques et même des composants plastiques. Longtemps considéré comme une ressource inépuisable, le sable est aujourd'hui rattrapé par de possibles pénuries, tant sa consommation est effrénée. À cela, il faut ajouter les États qui cherchent à étendre leur territoire par le biais de la poldérisation, tel Singapour, qui a vu sa superficie passer de 527 km² en 1965 à 728 km² aujourd'hui. De son côté, Dubaï a créé des îles artificielles en utilisant plusieurs centaines de millions de tonnes de sable. Aujourd'hui, les ONG alertent sur le fait que nous extrayons plus de sable que notre planète ne peut en produire. Mais les espaces marins permettent aussi de produire de l'énergie verte. L'énergie verte permet de produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Les immenses étendues d'eau permettent l'installation de champs d'éoliennes et de panneaux solaires offshore. De même, il s'agit d'utiliser la force des marées au travers des marées motrices, ainsi que la puissance des vagues au travers d'oulots motrices. Les espaces maritimes sont des lieux permettant le passage de nombreux flux, que ce soit des flux humains ou des flux d'informations. Le bassin méditerranéen est l'espace le plus emprunté par les migrants transitant par les espaces maritimes. Ces migrations sont contraintes et provoquées par des guerres, des conditions économiques déplorables ou les conséquences du réchauffement climatique. Ces migrants sont principalement originaires d'Afrique et du Proche et Moyen-Orient. Les conditions de traversée sont périlleuses. Entre 2004 et 2021, près de 23 000 morts et disparitions ont été recensées en Méditerranée. D'autres espaces maritimes voient transiter des migrants. Ainsi, plus de 28 000 migrants ont traversé la Manche en 2021 pour rejoindre l'Angleterre. Les flux humains sur les espaces maritimes concernent aussi les flux touristiques. Le bassin méditerranéen et le bassin des Caraïbes sont les zones qui accueillent le plus de tourisme de croisière. Le nombre de croisiéristes a fortement augmenté entre 2012 et 2019. La crise sanitaire a brutalement freiné cette progression. Les flux d'informations transitent par le biais de réseaux de câbles sous-marins qui sont indispensables dans le cadre des réseaux de communication terrestre. Des dizaines de milliers de kilomètres de câbles
qui font transiter 99,9% des données mondiales, sont déposés au fond des océans. Au vu des besoins mondiaux, la pose de câbles sous-marins est intensive. En 2021, cette immense toile comptait quelques 420 câbles en service, avec 36 nouveaux câbles installés en 2020, soit environ 1,3 million de kilomètres de fibre optique. En 2020, le plus long câble du monde, avec 39 000 kilomètres de long, relie l'Allemagne à la Corée du Sud, en passant par l'Australie ou encore le Pakistan. Mais en 2021, ce record est détrôné. Orange, Google et Facebook ont étendu le câble To Africa de 45 000 km de long entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, en passant par la Méditerranée, la mer Rouge, le golfe d'Aden, le golfe Persique, l'océan Indien, puis l'océan Atlantique, jusqu'à la Grande-Bretagne, soit un quasi-tour du monde. Ce câble alimente en information 36% de la population mondiale. Ces câbles, à l'instar des réseaux électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz et de pétrole, sont des infrastructures essentielles de nos sociétés, appelées infrastructures critiques. Il s'agit d'un terme utilisé par les États pour désigner un actif qui est vital pour le fonctionnement d'une société ou le fonctionnement de son économie. Des menaces pèsent sur ces installations, et parmi elles, les ruptures de câbles. Celles-ci peuvent être accidentelles, que ce soit par l'usure ou les ancres des bateaux de pêche. Mais elles peuvent aussi être volontaires dans le cas de guerres hybrides entre États. Avec la guerre en Ukraine, les câbles et les stations d'atterrissement sont particulièrement surveillés. De même, l'espionnage compte aussi parmi les menaces qui pèsent sur ces câbles. La mondialisation est un processus continu d'intensification et de fluidification des échanges porté par l'essor des transports et des mobilités. Le processus de mondialisation a multiplié les échanges par mer et on assiste à une multipolarité grandissante dans l'organisation mondiale, ce qui renforce l'importance géostratégique des espaces maritimes et le rôle des façades maritimes. Environ 80% du commerce mondial en volume est assuré par le transport maritime grâce à la liberté de circulation maritime et le faible coût du transport. On parle de maritimisation pour désigner ce phénomène. La maritimisation est un processus d'accroissement des échanges internationaux par voie maritime qui s'accélère depuis les années 1970. Des navires spécialisés sont conçus dans le but de transporter les différentes marchandises. Il existe des vraquiers qui prennent en charge les marchandises solides en vrac. Il peut s'agir de sable, de granulats, de céréales, mais aussi de matériaux denses comme les minéraux. Les méthaniers servent à transporter du gaz naturel liquéfié. Les pétroliers acheminent le pétrole ainsi que ses dérivés. Enfin, les porte-conteneurs sont destinés exclusivement au transport de conteneurs. Le plus grand porte-conteneur au monde en 2021 est l'Ever-Ace, mesurant 400 mètres de long sur 62 mètres de large. Il aligne 24 rangées de conteneurs, capables de transporter près de 24 000 conteneurs. Les littoraux accueillent les plus anciens foyers de peuplement, ainsi que de nombreuses mégapoles. Ils sont densément peuplés. 60% de la population mondiale vit à moins de 60 km du littoral. On parle de littoralisation, c'est-à-dire du processus de concentration des populations et des activités humaines le long ou à proximité des littoraux. Cette littoralisation s'accompagne d'une activité maritime intense, mais inégale, sur les façades maritimes. Ce terme désigne l'espace littoral aménagé où les ports servent d'interface
entre un arrière-pays terrestre et un avant-pays maritime. Les façades maritimes les plus actives dans la mondialisation sont concentrées en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Asie de l'Est et du Sud. À l'inverse, les façades maritimes de l'Atlantique Sud, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, sont moins dynamiques, à l'image de leur intégration périphérique à la mondialisation. L'Asie de l'Est, et plus particulièrement la Chine, a un poids grandissant dans l'économie mondiale et la maritimisation. 5 des 6 plus grands ports du monde sont chinois en 2020. Le plus grand port du monde à cette date est le port de Shanghai. En Europe, le port de Rotterdam n'arrive qu'à la 10e place mondiale. Les ports sont des nœuds stratégiques. La mondialisation dépend des détroits, c'est-à-dire des passages naturels étroits mettant en communication deux étendues maritimes, et dépend aussi des canaux, c'est-à-dire des voies de passage artificielles permettant de faire communiquer deux parties de la haute mer. Ces détroits et ces canaux assurent le passage des navires chargés de marchandises d'un espace maritime à un autre et permettent aussi d'assurer le fonctionnement des voies maritimes entre les différents continents. Ce sont des lieux stratégiques. Sur la voie maritime principale qui relie l'Amérique du Nord à l'Asie en passant par l'Europe, on recense le canal de Panama, le détroit de Gibraltar, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que le détroit de Malacca. Cependant, tous ces passages stratégiques n'ont pas la même importance en termes de transit et de source de devises pour les pays frontaliers. Le canal de Suez, par exemple, est bien plus fréquenté que le canal de Panama. Le canal de Suez représente 9% du commerce maritime mondial, tandis que le canal de Panama n'en représente que 3,5%. Situé à proximité de cette voie maritime principale, le détroit d'Ormuz est un point clé dans le domaine des hydrocarbures. 21% de la consommation mondiale de pétrole transite par ce détroit. Les pays asiatiques, Chine et Japon en tête, sont particulièrement dépendants de cette filière d'approvisionnement. Le canal de Suez est une voie navigable artificielle d'environ 190 km de long. Il relie la Méditerranée au golfe de Suez, ouvert sur la mer Rouge, sans aucune écluse. Le canal de Suez est un choke point, c'est-à-dire un passage stratégique en matière de transport. Le canal est un passage clé pour le transport par conteneurs. 22% des conteneurs transportés par voie maritime dans le monde passent par le canal de Suez. Pour permettre l'accroissement et la fluidification du trafic dans ce passage, des travaux d'élargissement et le creusement d'une nouvelle voie ont été réalisés. Ces travaux sont fondamentaux dans la mesure où le canal de Suez est le passage le plus court et donc le moins cher entre l'Asie et l'Europe. Du 23 au 29 mars 2021, le super porte-conteneurs Ever Given de l'armateur Evergreen a bloqué le canal de Suez.
le navire de 400 mètres avait encastré sa proue dans la rive sur un segment à voie unique, se mettant en travers du canal et bloquant toute circulation. Au total, 422 navires se sont retrouvés bloqués. La valeur cumulée des marchandises bloquées dans les navires à l'arrêt s'élèverait à 10 milliards de dollars. Les autorités du canal, qui facturent 56 dollars par conteneur aux plus grands navires, ont annoncé une perte nette chiffrée entre 12 et 14 millions de dollars par jour de fermeture pour l'Égypte. À l'échelle planétaire, les conséquences financières sont considérables, avec des chiffres évalués à 6 à 10 milliards de dollars de pertes journalières. La Convention de Montego Bay est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque. Entrée en vigueur en 1994, elle réglemente le statut des espaces maritimes et de la navigation. En 2020, 168 États adhèrent à cet accord, mais certains s'y refusent, à l'instar des États-Unis, du Venezuela, du Pérou ou de la Turquie. Cette convention met en place une territorialisation des espaces maritimes, c'est-à-dire l'appropriation de certains espaces maritimes par les États dans des buts géopolitiques et ou économiques. La libre circulation est proclamée par cette convention. Les océans sont ouverts à tous en dehors des eaux territoriales. Cette convention a aussi pour but de lutter contre le transport d'esclaves et la piraterie. De même, la conservation des ressources biologiques en haute mer est un enjeu primordial pour les signataires. La territorialisation des espaces maritimes passe par la création de ZEE. Les ZEE sont des zones économiques exclusives, c'est-à-dire des espaces maritimes ou océaniques situés entre les eaux sous souveraineté et la haute mer, sur lesquels un État riverain dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Le contrôle d'une ZEE donne des droits, comme celui d'en exploiter les ressources, mais également des devoirs, parmi lesquels la préservation de l'environnement et les opérations de recherche et de secours en mer. La France, grâce à ses DROMCOM, est la deuxième puissance maritime mondiale avec une ZEE de plus de 11 millions de kilomètres carrés. De nombreux États demandent l'extension de leurs ZEE pour accroître leur influence et pouvoir exploiter les ressources maritimes de ces zones. Ces ressources peuvent être halieutiques, mais aussi pétrolifères, gazifères, minérales, etc. Dans le même temps, on note un nombre important de conflits entre États limitrophes concernant la délimitation de leurs ZEE. Dans ce cadre, la Convention de Montego Bay crée en 1982 le Tribunal international du droit de la mer. Celui-ci est chargé de régler les différends entre pays ainsi que de délimiter les zones maritimes. Les océans subissent de nombreuses menaces et se dégradent rapidement face au réchauffement climatique et à l'action humaine. Les eaux se réchauffent, s'acidifient, voire se désoxygènent dans certaines aires. De nombreuses populations de poissons sont surexploitées et les pollutions sont multiples, telles les pollutions plastiques ou les pollutions chimiques. Les pollutions plastiques sont à l'origine de ce qu'on appelle le 7e continent. Les rejets de sacs, de bouteilles, d'emballages se concentrent sous l'effet des courants marins. Découvert en 1997, le 7e continent, situé au nord-est de l'océan Pacifique, atteint désormais une superficie équivalente à 3 fois celle de la France. D'autres amas de déchets sont formés sous l'action des gyres océaniques. On en dénombre actuellement 4 supplémentaires. Dans le Pacifique Sud, 2 dans l'Atlantique et 1 dans l'océan Indien. Les pollutions chimiques sont générées par des fuites
d'hydrocarbures, des rejets d'eau usée, d'engrais et de pesticides, mais aussi par les crèmes solaires et les résidus de médicaments présents dans les urines. À cela s'ajoute la construction d'infrastructures qui perturbent la biodiversité et érodent les littoraux, telles la construction de digues, le creusement de ports, la pose de câbles sous-marins ou le chalutage. En février 2022 s'est tenu à Brest le One Ocean Summit, durant lequel les pays participants se sont donnés pour objectif de tenter de sauver les océans. Par exemple, des fonds ont été alloués afin de réduire les pollutions diverses. De même, la France a décrété l'extension de la réserve naturelle nationale des terres australes françaises et la Polynésie française a annoncé le projet d'une aire marine protégée de plus de 500 000 km². Aujourd'hui, les aires maritimes protégées représentent 28 millions de kilomètres carrés d'eau côtière et d'océans, soit 7,7% des océans et mers du globe. Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées. La Coalition pour la haute ambition pour la nature et les peuples, créée en 2021 et qui rassemble 60 pays, s'est fixé comme objectif d'atteindre 30% d'aires protégées à l'horizon 2030. Cependant, la directrice générale de l'UNESCO et le directeur général de l'Union internationale pour la conservation de la nature ont émis l'avertissement suivant. L'objectif de protéger 30% des terres serait vain si l'on continue de saccager les 70% restants. De même, certaines ONG critiquent les ambitions lacunaires des décisions prises, qui ne prennent pas en compte les activités industrielles extrêmement destructrices ou la surpêche. Elles évoquent des opérations de greenwashing.